bonjour Eric. Salut Étienne. Merci de nous accueillir ici, donc dans un bureau Tour de Montparnasse. On a une magnifique vue et comme je le rappelle, tu es donc le dirigeant de la société Global Silver, qui est aussi un fournisseur d'or. Aujourd'hui, tu vas nous parler du marché de l'or, un petit peu comment ça fonctionne. Donc, comment ce marché de l'or est en train d'évoluer actuellement? Ça fait quelques semaines qu'il y a des signaux qui se mettent en place sur le marché de l'or qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps. C'est-à-dire que non seulement l'or, l'argent, mais aussi tous les métaux sont dans une configuration explosive qui porte un nom en anglais qui est backwardation, c'est-à-dire que le prix à terme de l'or, de l'argent, mais aussi de tous les métaux depuis quelques semaines, est inférieur au prix comptant. On n'avait jamais vu ça depuis très longtemps, que ça concerne tous les métaux en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un investisseur qui posséderait des pièces d'or ou des lingots d'or et qui est en situation de faire un arbitrage super simple qui consiste à vendre ces pièces ou ces lingots, auquel cas le marché lui paye le prix comptant pour racheter en même temps une promesse de livraison des mêmes produits dans un futur proche, 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin peu importe, auquel cas il va payer le prix à terme. Cet investisseur-là est en situation de faire un profit, entre guillemets, sans risque. D'accord. Ça, c'est une situation qui est vraiment anormale parce que acheter à terme, ça revient à acheter comptant et à payer quelqu'un qui va stocker le métal pendant un certain temps jusqu'à l'expiration du contrat. Donc ça peut être des contrats qui durent combien de temps généralement? Il y en a plusieurs, 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin c'est 6 mois, voilà, il y a plusieurs contrats différents qui courent de manière concomitante. Et donc tu choisis l'échéance. Et donc, acheter à terme, ça revient à acheter comptant et à payer un intermédiaire qui va stocker le métal pour ton compte pendant un certain temps. Donc tu comprends bien que la structure normale de marché, c'est que le prix à terme soit supérieur au prix comptant, puisqu'il y a la REM de cet intermédiaire-là. Non seulement aujourd'hui, ce n'est pas le cas, non seulement les deux ne sont pas sur le même niveau, mais le prix à terme est inférieur au prix comptant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'une part, le marché paye en quelque sorte les frais de garde aux investisseurs qui possèdent de l'or et qui acceptent de s'en séparer à court terme. Mais en plus de ça, en plus de payer leurs frais à leur place, les marchés leur offrent des profits, entre guillemets, évidemment, sans risque. Tout se passe comme si, j'en ai déjà parlé, je crois, dans une de mes vidéos, tout se passe comme si ton banquier t'appelait pour te dire « Écoute Étienne, les factures courantes, tu vas laisser tomber pour ce mois-ci, c'est pour moi. Et puis parce que ça me fait super plaisir de les payer, je vais te rajouter un petit peu de crédit sur ton compte. » Voilà. On en est là. Voilà la configuration dans laquelle se trouvent tous les métaux aujourd'hui, depuis quelques temps maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui, pour les personnes qui détiennent de l'or ou de l'argent, est un signal. C'est quelque chose de prometteur. D'accord, donc c'est un signal finalement, une situation anormale qu'on n'a pas vue depuis très longtemps, qui veut dire quelque part que l'investisseur veut absolument être livré tout de suite. Il ne veut pas attendre aussi. Est-ce que ça veut dire ça? Ce que ça veut dire, c'est que dans la mesure où cette situation perdure, ça veut dire que les investisseurs qui possèdent de l'or ou de l'argent, mais pour faire simple, on va parler d'or, refusent de se séparer de leur or pour prendre dans un environnement de taux nul des profits sans risque. Ils refusent de le faire parce que s'ils acceptaient de le faire, ils vendraient comptant, donc ils toucheraient le prix comptant, enfin si tu veux le bid du prix comptant, auquel cas ça ferait baisser le prix comptant, et ils rachèteraient à terme, et ça ferait monter le prix à terme. Et tu comprends bien qu'on reviendrait dans une structure normale de marché, dans laquelle le prix à terme est supérieur au prix comptant. Mais puisqu'à l'évidence ce n'est pas le cas et que ça fait plusieurs semaines, un paquet de semaines maintenant d'ailleurs que ça dure, c'est bien le signe que les investisseurs refusent de faire cet arbitrage. D'accord, donc ils préfèrent être livrés immédiatement, stocker leur or, ne pas le prêter. Ne surtout pas se défaire de leur or, ne serait-ce qu'à court terme, pour avoir en contrepartie en main les promesses d'un gouvernement quelconque. C'est ça, parce que finalement c'est contre du cash, quelque part. Donc ils ne veulent pas se séparer de leur or pour avoir du cash, même si derrière ils savent qu'ils peuvent pour l'instant encore payer cet or avec du cash. C'est un peu ça. Voilà, mais il faut bien comprendre que ça se présente
dans un environnement de taux nul où plus personne, plus grand chose ne rapporte, on a du mal à trouver du rendement sur le marché. Toi, tu arrives à aller en chercher avec de l'immobilier, mais mis à part ça, c'est difficile de trouver du rendement. Ça devient très compliqué pour tous les placements financiers, ça devient très compliqué pour absolument tout ce qui est cash en fait aujourd'hui. Et oui, effectivement, il n'y a pas trop de solutions. Donc on voit que les taux baissent partout, on voit que l'argent est imprimé massivement. Est-ce qu'il y a d'autres signaux justement que tu vois en ce moment, que ce soit au niveau boursier, au niveau de l'économie, des signaux de cette crise qui est en train de couver quelque part? Ouais, alors je vais y venir tout de suite. Le signal, il vient des banques et puis du spread, l'écart de rendement entre les obligations américaines, d'échéance 10 ans, enfin 5 ans, 3 ans, etc. Mais d'abord, on a vu que le cours de l'or a pas mal monté, d'ailleurs le cours de l'argent c'est pareil ces derniers temps. Ce qui est important de noter selon moi, c'est que pour n'importe quelle matière première, lorsque le prix monte, tu as une offre additionnelle qui vient sur le marché, qui arrive sur le marché. Là, dans le cas particulier de l'or, alors que le prix montait, l'offre s'est raréfiée. Ouais, c'est assez paradoxal en fait. Alors là, on parle de matières premières monétaires, donc en situation de crise, on assiste à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le prix monte que l'offre est plus abondante, au contraire. Les investisseurs se disent si le cours de l'or monte, c'est parce qu'il y a quand même un problème fondamental. Et il y a un faisceau d'indicateurs qui convergent pour pointer ça du doigt. Il y a quand même un problème fondamental avec les promesses des gouvernements, que sont les euros, les dollars. Et donc, je vais plutôt garder mon or plutôt que de vendre finalement mon meilleur atout pour avoir en contrepartie ce qui se fait de pire, donc les promesses des hommes politiques qu'on connaît. Puis il y a un phénomène aussi où l'or monte, en réalité, on se dit, tiens, quelque chose couve, mais il y a une frénésie d'achat aussi, parce que c'est souvent de fois un peu du mimétisme. Et donc si l'or monte, c'est qu'il y a des signes, j'irais avant-coureurs, comme tu dis. Il y a aussi un problème de pénurie, comme on a pu voir il y a quelques temps. Tu nous en avais parlé il y a je crois que c'est 1 ou 2 ans. Et il y a aussi des pénuries, c'est-à-dire que l'or, il faut pouvoir le trouver. Et est-ce qu'il n'y a pas eu ce type de pénurie justement pendant les dernières phases de hausse? Je ne sais pas, enfin, moi je fais plutôt un focus sur... J'essaie d'éviter d'être focalisé sur un indicateur, parce qu'un indicateur, ça peut être manipulé. Je préfère être focalisé sur un spread, c'est-à-dire une différence entre deux indicateurs, parce que ça, c'est beaucoup plus touchy à manipuler. C'est très très compliqué. Et donc, je compare, alors dans une approche mengerienne, je ne voudrais pas être trop technique, mais il faut comprendre que, simplement en 2 mots, un prix monolithique, ça n'existe pas, c'est-à-dire que le marché ne code pas un prix, mais 2. Il y a toujours une meilleure offre de vente et une meilleure offre d'achat qui est en dessous. Donc moi, je compare cette meilleure offre de vente et cette meilleure offre d'achat sur le marché comptant, et puis la même chose sur le marché à terme. Et en faisant ça, j'arrive à savoir en fait si la hausse, elle est plutôt le fait d'achat de physique, ou alors si la hausse, elle est plutôt le fait de spéculateurs qui essaient de prendre le marché un peu de vitesse, de se positionner avant les autres. Avec du papier. Voilà, auquel cas c'est moins sain, tu vois. Et donc, je me focalise sur ce spread, c'est-à-dire cette différence, sachant que pour moi, l'or et l'argent sont des matières premières monétaires qui ont des particularités vraiment singulières, puisque, alors que pour toutes les matières premières, les stocks qui ont déjà été extraits et qui sont disponibles, c'est par rapport à la production annuelle, c'est quelques mois, et au maximum 12, dans le cadre des matières premières agricoles. Donc au maximum 12 mois de stock hors sol. Pour l'or et pour l'argent, on a, la plupart des prévisions s'accordent à dire qu'on a 80 ans de stock hors sol, ramené au rythme actuel de production, si tu veux. Moi, je pense qu'il y a même un petit peu plus que ça, parce que, pour diverses raisons. Mais la particularité du coup de l'or et de l'argent, c'est que le pouvoir d'achat de l'or ou de l'argent n'est pas impacté par une fluctuation même significative, plus 5, plus 10% de la production annuelle. Tu vois, parce que tellement les stocks hors sol sont importants
par rapport Oui, à c'est la ça. C'est en production. fait le capital qui a été extrait des mines depuis une centaine d'années, voire un petit peu plus pour les US et d'autres pays, en réalité, sont encore là. Et ça veut dire que quelque part, ça stabilise la masse monétaire, or, on va dire la masse d'or générale, ce qui fait que ça en fait une monnaie de plus en plus stable, en réalité. C'est une monnaie dont le pouvoir d'achat est extrêmement stable. C'est d'ailleurs la monnaie que les hommes ont choisie. C'est pour ça qu'elle a cette propriété-là. Et d'ailleurs, pour qu'elle soit détrônée, par exemple, à l'occasion de la crise qui arrive, moi, je pense que mécaniquement, l'or et l'argent vont être amenés à rejouer le rôle que les hommes leur ont donné. Et ça leur a pris 5000 ans. Donc, vont rejouer leur rôle de monnaie. Et pour qu'une autre matière première détrône l'or ou l'argent, il faudrait d'abord qu'elle offre une stabilité en termes de pouvoir d'achat qui soit au moins égale. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt d'aller vers cette matière première-là. Oui, parce qu'il y a, par exemple, pour parler un petit peu d'autres métaux, on parle souvent de fois du platine, du rhodium, des métaux comme ça, mais c'est vrai que je trouve ça assez aberrant parce que ce n'est pas une monnaie en soi, c'est juste une matière première. Oui, dont les stocks hors sol sont très faibles par rapport à la production annuelle. C'est quelques mois, je crois que pour le platine, c'est 2 ou 3 mois. Enfin, tu vois, donc si la production annuelle varie de manière, enfin de 5%, tu as un impact énorme sur le pouvoir d'achat des platines. Alors, moi, je ne vois pas l'or et l'argent comme des matières premières qui sont rares. Je pense même qu'elles sont... Enfin, je constate que tout l'or et l'argent qui n'ont jamais été extraits, sauf quelques utilisations à la marge, il y a des gens qui boivent de l'or dans le champagne maintenant. Mais Oui, c'est les marginal. paillettes d'or. Sauf ces quelques utilisations-là. Tout ce qui n'a jamais été extrait existe encore, et c'est vraiment une particularité de ces matières premières-là. Mais du reste, on n'a pas besoin en fait qu'il y en ait beaucoup ou qu'il y en ait peu. Parce que sous un étalon or associé à sa chambre de compensation, tu as la fabrication et la distribution de tous les produits de consommation courante qui est financée sans qu'il y ait besoin d'aller chercher à un quelconque moment une pièce d'or ou une pièce d'argent, avant que le consommateur final ne règle ses achats avec sa pièce d'or, sa petite pièce d'or ou sa pièce d'argent. Donc que l'or soit rare ou pas, c'est pas tellement le problème puisque tu as ce supply, alors cet approvisionnement hautement élastique en monnaie qui est permis par la chambre de compensation de l'étalon or, c'est-à-dire tous ces effets de commerce qui mûrissent en or court terme, c'est-à-dire 91 jours. Pourquoi 91 jours? Parce que c'est la durée d'une saison et que le goût du consommateur d'une saison à l'autre n'est plus le même. Donc, voilà. Tous ces produits de consommation courante sont financés sans qu'il y ait besoin d'aller chercher à un quelconque moment pour lancer la prod et la distribution, sans qu'il y ait besoin d'aller chercher des pièces d'or ou des pièces d'argent. Ces produits sont financés par des effets de commerce qui mûrissent à 91 jours maximum en or, donc petites pièces d'or ou en pièces d'argent. Ils ont la particularité de ne pas être inflationnistes parce que, en fait, ils arrivent sur le marché, cette monnaie nouvelle arrive sur le marché en même temps que de nouveaux produits entrent en phase de fabrication et cette monnaie nouvelle disparaît du marché au moment précis où le consommateur final vient acheter finalement le produit dont on parle en payant avec sa pièce d'or ou sa pièce d'argent. Parce que là, à ce moment-là, tu as toute la chaîne de créances qui a pris naissance le long du pipe de production qui est clearée d'un coup. Donc là, on rentre vraiment dans l'aspect monétaire finalement de l'or, qui est, pour moi, qui semble assez complexe finalement. Mais concrètement, le fait d'acheter de l'or, par exemple, on m'a posé la question l'autre jour, est-ce que je vais payer avec mes pièces d'or? Si jamais il y a un effondrement, je sais pas moi, l'euro perd de ça, enfin l'euro explose, tout le monde repasse au franc, à la lire, etc. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on a une idée en fait de ça ou est-ce que c'est encore à construire, quoi? Lorsque l'euro explosera, et on va y venir, je pense qu'il va exploser et je crains que ça n'arrive rapidement. Les souffrances qui seront la conséquence de cette explosion seront telles que je doute que les Français ou d'autres, enfin les personnes concernées, redemandent une autre monnaie fiduciaire, j'en doute. Tu penses qu'ils vont faire un petit peu comme ce qu'a fait Napoléon pour stabiliser la monnaie, c'est-à-dire repartir sur un étalon or pendant quelques temps, ou une monnaie qui va être basée sur l'or, donc c'est étalon or quelque part, mais avec beaucoup plus de stabilité. Il faudrait en fait ne rien imposer, je pense, à qui que ce soit, mais laisser les gens choisir. Est-ce qu'ils veulent une monnaie
qui est garantie et convertible à la demande en or, ou est-ce qu'ils préfèrent une monnaie qui porterait un autre nom, mais qui serait, voilà, par définition, la dette d'une banque centrale garantie par la dette d'un État, et donc au bout du compte des promesses faites par des hommes politiques. Qu'est-ce que les gens préfèrent? Moi je pense que si la loi n'imposait pas, si le gouvernement n'imposait pas aux gens de travailler contre les promesses qu'il émet finalement, évidemment que les gens choisiraient de travailler contre de l'or. Voilà. Donc je pense qu'il faut que les gens puissent choisir. Et je pense aussi qu'une fois que la crise sera là, le pays qui s'en sortira le mieux, ce sera le premier qui ouvrira sa monnaie à la libre frappe des pièces d'or ou des pièces d'argent, parce qu'à ce moment-là, tout l'or et tout l'argent du monde convergera là-bas, dans ce pays-là, à la recherche d'un rendement. Voilà. Alors, ça me fait penser à ta question précédente. Qu'est-ce qu'on voit comme signaux aujourd'hui sur le marché qui peuvent nous donner une indication de ce qui se passe? Les normes prudentielles, ça se passe au niveau des banques, et particulièrement au niveau des banques européennes. Les normes prudentielles internationales, qui sont celles d'Alan Greenspan, recommandent qu'une banque n'ait pas plus de 10 € de dette pour 1 € de fonds propres tangibles. Les banques américaines, les 4 plus grandes, respectent ce ratio. JP Morgan est un tout petit peu au-dessus, doit être à 10,8 ou un tout petit peu en dessous de 11, mais disons que grosso modo c'est respecté. Lehman Brothers a fait faillite avec 32 € de dette pour 1 € de fonds propres tangibles. Et une fois que le bilan est retraité des éléments que les banques de chez nous, les banques françaises ou européennes, essaient de mettre sous le tapis, ce que fait très bien une personne qui s'appelle Jean-Pierre Chevalier, qui est un économiste et qui va vraiment regarder en profondeur dans le bilan des banques pour justement exhumer ce qui est caché sous le tapis. Une fois qu'on retraite le bilan des banques européennes de tout ça, on se rend compte que la Société Générale, par exemple, a un ratio d'endettement de 42, c'est-à-dire 42 € de dette pour 1 € de fonds propres tangibles, avec en plus, si j'en crois Jean-Pierre Chevalier, dans le dernier bilan, une exposition au risque de marché de 800 milliards d'euros qui n'a fait l'objet d'aucune provision comptable dans le dernier bilan. Ok, donc quelque part, ça veut dire que tous ces bilans masquent la situation qui fait qu'aujourd'hui, en gros, une petite perte de 1 ou 2% sur tous les actifs de la banque peut faire effondrer complètement la banque. D'une part, oui, puisque le leverage, le ratio d'endettement est vraiment considérable. Il est 4 fois plus élevé que ce que les normes internationales préconisent. Il est plus élevé que celui qu'avait Lehman à l'époque. Je parle de Société Générale, mais pour la BNP, au 4e trimestre 2018, on était, je crois, à 39,2. Pour BPCE, on était, je renvoie les personnes qui nous écoutent sur le site de Jean-Pierre Chevalier, on était entre, je crois, de mémoire, entre 35 et 40. Enfin, c'est des niveaux qui sont impressionnants. Et le problème, c'est surtout que la courbe des taux s'inverse, et même qu'elle s'est inversée vendredi dernier. Donc on était un peu après le 20 mars, vendredi dernier. La courbe des taux aux États-Unis s'est inversée. Ça veut dire que désormais, les taux courts sont supérieurs aux taux longs. Or, quel est le business d'une banque? Elle devrait s'interdire de le faire. Mais les banques le font. Et c'est souvent ce qui cause leur perte. D'ailleurs, ça porte un nom en anglais qui est duration mismatch. C'est-à-dire qu'elles garantissent, elles prêtent à long terme et elles se financent à court terme. Elles vont garantir à leurs clients, tu connais très bien ça, un taux à 1,5 voilà, sur 20 ans ou 25 ans. Et elles vont se financer à court terme sur le marché. Peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois. Donc jusqu'ici, c'était plutôt une opération gagnante pour les banques, puisqu'on est dans une structure dans laquelle les taux baissent depuis 37 ans. Donc la banque garantissait un taux à son client, et puis 3 mois après, elle se refinançait à un taux légèrement inférieur à celui auquel elle s'attendait. 6 mois après, encore un petit peu inférieur. Donc la différence, ça faisait son profit. Mais aujourd'hui, les taux auxquels les banques vont devoir se refinancer sont... On va se retrouver dans une situation dans laquelle, puisqu'ils sont supérieurs désormais au taux long, les banques vont se refinancer à un taux supérieur au taux qu'elles ont garanti long terme à leurs clients. Ça veut dire que quelque part, ce que je ne comprends pas, c'est que en fait, la banque, elle peut faire un emprunt, par exemple, de 200 000 € à 1,5%, mais c'est elle qui décide du tout. En réalité, l'argent, elle le crée de toutes pièces.
C'est ce moment-là où l'argent est créé. Donc, est-ce qu'elle refinance cet argent-là ou est-ce que finalement, elle a juste imprimé les billets, tout simplement? Non, non, pour moi, la banque prête 200 000 euros à 1,5% et elle se refinance sur les marchés. Donc, ça veut dire que là, on a vraiment une sorte d'effet ciseau qui risque d'être assez brutal, en fait. Tout à fait, c'est ça. tout à fait, parce que, alors, entrer dans une période comme celle-là, Ouais. avec un ratio d'endettement qui respecte les normes, comme c'est le cas aux États-Unis, ça peut peut-être passer. Mais entrer dans une période dans laquelle les banques vont devoir constater des pertes sur les lignes de crédit qu'elles ont accordées à leurs clients du fait que la courbe des taux se soit inversée et que les taux courts soient maintenant supérieurs aux taux longs, d'ailleurs ça s'est aggravé hier lundi, ça va être mortel, je pense, pour nos banques à nous. Compte tenu du leverage qu'elles ont actuellement, c'est-à-dire en rentrant dans cette phase-là, 42 euros de dette pour 1 euro de fonds propres tangibles, si j'en crois Jean-Pierre Chevalier encore une fois, pour la Société Générale, par exemple. D'accord. Voilà, c'est nos banques à nous, les banques françaises, dirigées par des énarques souvent, et les banques européennes, mais qui font moins pire que les banques françaises. Je pense qu'elles auront d'énormes difficultés à traverser la période qui s'annonce, et je présume qu'on va rapidement pouvoir constater la première faillite. Alors si je comprends bien, Eric, en fait, là on sait qu'on rentre dans une phase de crise, on sait qu'elle est probablement peut-être plus sévère que 2008, on parle de 1929 tout simplement, donc qu'est-ce que tu peux en dire? Je pense qu'en effet on va traverser quelque chose de terrible. La différence près, c'est qu'aujourd'hui tous les pays sur Terre utilisent une monnaie fiduciaire. Donc il n'y aura pas vraiment d'endroit où se réfugier, si ce n'est peut-être le premier pays qui ouvrira sa monnaie à la libre frappe de l'or et de l'argent. Il faut se préparer à affronter, je pense, un événement qui marquera les esprits. Et une des manières de se faire, c'est d'acheter de l'or. D'accord. Donc, je vous ai compris, l'objectif, évidemment, c'est de sécuriser le patrimoine. L'objectif, c'est aussi de passer à travers cette crise, d'en profiter d'une certaine manière. Et je pense que là, tu nous as répondu exactement, quelque part, ta vision du marché qui est en train de changer, qui est en train de muter, qui a déjà muté dans les années 80. Mais là, on commence à ressentir vraiment des signaux très, très, convergents sur cette synthèse. En tout cas, merci pour cette interview. Merci de nous accueillir ici avec une magnifique vue. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.